Nous sommes le 5 novembre 1973 à La Machine, une commune française située dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté. Dominique, un jeune garçon de 11 ans, y vit avec sa famille. Il est un peu plus de 20 heures. Ce dernier se prépare à aller dormir. Il commence doucement à fermer les yeux quand brusquement, il entend des cognements bizarres. Ça ne s'arrête pas. Dominique essaye de trouver le sommeil, mais c'est impossible. Apparemment, le bruit vient du mur séparant sa chambre de celle des voisins. Serait-ce eux qui cognent comme ça en pleine nuit? Effrayé, il prévient ses parents et son père, en entendant les coups, est persuadé que les voisins, un couple de quarantenaires, sont forcément à l'origine de ce vacarme. Très énervé, il décide de leur rendre une petite visite pour leur demander ce qui se passe. Il toque à leur porte et c'est le mari qui ouvre. L'épouse de ce dernier est à la cuisine en train de préparer le dîner. Le couple ne semble pas comprendre son agacement et affirme ne pas être à l'origine des coups. Les jours suivants, le tapage nocturne continue et empêche Dominique de dormir. Pour le jeune garçon, l'auteur de ces bruits étranges ne peut être qu'un esprit et il veut entrer en contact avec lui. Pour ça, il demande tout simplement à l'entité de frapper une fois pour oui et 2 fois pour non. Et là, contre toute attente, l'entité lui répond. Il donnait des ordres à l'esprit en disant « tape une fois » et un coup résonnait en réponse. Il demandait ensuite « tape 2 fois » et 2 coups résonnaient. Comme vous le savez, les rumeurs vont vite et en peu de temps, les villageois curieux vinrent devant la maison de la famille de Dominique pour tenter de communiquer avec l'esprit. Finalement, la famille contacte la gendarmerie. Bernard Gilbert, le commandant de la brigade de la Machine, se rend chez eux pour enquêter. Lui aussi va être témoin des étranges coups sur le mur et va essayer de parler avec l'entité. Pour commencer, il va lui demander des choses simples, comme taper un certain nombre de fois, puis l'homme va poursuivre en lui posant des questions plus compliquées, les numéros gagnants du tiercé par exemple. L'homme dira plus tard. On lui a demandé les arrivées du tiercé qu'il a donné d'ailleurs. Il pouvait rythmer des marches militaires ou des chansons de Marie Laforêt. Il a répondu à des questions très personnelles que je lui ai posées. C'était vraiment déstabilisant. Forcément, on a mené une enquête sérieuse. On a fait des planques. On a placé des gendarmes partout à l'étage, derrière la cloison, au sous-sol, dans le jardin. Rien, il n'y avait rien. Je suis sûr d'une chose, il n'y avait pas de trucage, pas de supercherie. Gilbert a également enregistré les conversations avec l'esprit. Les parents de Dominique s'inquiètent de plus en plus par rapport à ces phénomènes étranges qui se produisent chez eux et vont faire appel à un prêtre. Ce dernier va bénir la maison, mais ça ne servira à rien. Les parapsychologues de Dijon se rendront là-bas pour enquêter et seront témoins de faits inexplicables, comme des objets qui se déplacent seuls et des anomalies électromagnétiques. Malgré leurs recherches, ils ne trouveront pas d'explication à ces phénomènes. Les membres de la famille seront témoins aussi d'apparitions fantomatiques, de silhouettes floues flottant dans les airs. L'histoire fit rapidement parler d'elle dans les médias et de nombreux journalistes vinrent pour raconter les événements. La maison devint un lieu très fréquenté par les curieux et les sceptiques. Les journaux, la radio et la télévision partagèrent des témoignages effrayants et des enregistrements étranges. Après plusieurs mois de phénomènes paranormaux, tout finit par s'arrêter. La famille retrouva enfin une vie normale, même si cette expérience resta gravée dans leur mémoire. L'origine de ces événements reste inconnue, laissant place à plusieurs théories, comme des restes d'énergie des mines ou la présence d'un esprit frappeur. Nous sommes le 23 mai 2022, dans le 92 à Fontenay-aux-Roses. Les résidents d'un HLM vivent dans la peur depuis quelques années. En effet, selon eux, leur appartement situé dans la même cage d'escalier serait hanté. Craignant d'être pris pour des fous, ils avaient jusqu'alors évité de parler de cette histoire d'hantise. Mais n'en pouvant plus, ils décident finalement de faire une demande à la mairie afin d'être relogés rapidement.
Dans leurs lettres, ils affirment « Tous les locataires concernés peuvent attester avoir vu des fantômes apparaître dans nos appartements et dans l'immeuble. À la suite de ces événements, presque toutes les familles sont tombées malades, enfants compris. » Résidant dans cet immeuble de 5 étages depuis presque 10 ans, une femme du nom de Gisèle avait des doutes par rapport à ces phénomènes paranormaux. Mais finalement, des choses étranges se sont produites chez elle aussi, et maintenant, elle ne peut qu'y croire. Elle dira « Les chaises sont bien rangées, puis je les retrouve déplacées. Les assiettes bougent toutes seules, les ampoules s'éteignent et se rallument d'elles-mêmes. C'est effrayant. J'attends qu'on nous aide, car on ne peut pas vivre ainsi, surtout en travaillant. On ne dort pas la nuit. Mon fils de 14 ans dort désormais avec moi, car quelqu'un lui chatouille les pieds la nuit, dit-elle. C'est en 2019 que toute cette histoire aurait vraiment commencé, après qu'un habitant de l'immeuble soit décédé. Cet homme âgé de 70 ans était assez étrange et affirmait avoir vu des fantômes dans son appartement. Peu après sa mort, les locataires de l'immeuble entendirent des bruits de pas, des coups contre les murs. Ils virent aussi des meubles bouger tout seuls, des apparitions d'ombres et de visages flous. Ils ont senti des mains invisibles les chatouiller et des lumières s'allumant dans l'appartement du défunt, etc. Finalement, le maire de Fontenay-aux-Roses, pourtant très sceptique par rapport à ces histoires d'hantises, s'est finalement rendu sur place. Ce dernier pensait que les résidents du HLM avaient inventé tout ça afin d'obtenir un nouvel appartement, mais tous ont affirmé qu'ils n'avaient pas menti. Il a déclaré que c'était la première fois qu'il rencontrait ce type de phénomène. « Nous prenons cela au sérieux, dit-il, car il y a une souffrance réelle. Je vais recevoir chaque famille et nous allons collaborer avec le bailleur pour qu'il inspecte le bâtiment. » Une des habitantes de l'immeuble a dit « Je peux être folle, tu peux être folle, mais tout l'immeuble ne peut pas être fou. » Et afin de faire fuir les fantômes, elle aurait mis du sel sur le seuil de sa porte. Malgré les doutes, la mairie et les responsables prennent la situation au sérieux. L'immeuble hanté, jugé vétuste, est prévu pour être démoli et reconstruit, ce qui permettrait de reloger les locataires. Il est 19h. Nous sommes le 19 mars 1898 dans la commune de La Roche-en-Brénil, chez M. Garrier-Minier, un tisserand. 2 semaines plus tôt, agacés par le bruit de son horloge dont le balancier frappait les parois, ils avaient retiré le poids et le balancier, rendant l'horloge inutilisable. Ce soir-là, alors qu'il venait de se coucher, sa lampe s'éteint soudainement et le mécanisme de l'horloge tombe bruyamment. En rallumant sa lampe, il ramasse le mécanisme et le pose sur la table, mais celui-ci tombe à nouveau. Pris de peur, Garrier appelle ses voisins. À leur arrivée, ils assistent à des phénomènes étranges qui durent 4 heures. Table et chaises renversées, lits qui bougent, vaisselle qui éclate. Garrier est blessé légèrement par un éclat à la lèvre. Des assiettes dans une bassine d'eau sautent d'1 mètre et un pot à lait est retrouvé intact dans une autre pièce. Des pièces du poêle traversent la fenêtre, cassant les carreaux avant de retomber dans la rue. Le lendemain 20 mars, les événements continuent. À 13h, une assiette utilisée par un enfant se casse et à 15h, un buffet adossé à un mur bascule devant plusieurs témoins. Après une brève pause, les phénomènes reprennent. Dans la nuit du 21 au 22 mars, en présence du curé et d'autres personnes, une grande table lourde est renversée plusieurs fois, tout comme une petite table. Le lendemain matin, le buffet avance dans la pièce et la grande table se redresse pour retomber sur le poêle, le cassant. Les chaises tombent sans arrêt. Face à ce chaos, le mobilier est temporairement retiré, mais une fois remis en place, les phénomènes reprennent. Ni le curé, ni le maire, ni les gendarmes ne trouvent une explication. Ces événements se limitent à la pièce principale. Dans une lettre du 4 avril 1898 adressée à l'écho du merveilleux, le curé Bourgault confirme que ces faits sont globalement vrais, bien qu'exagérés à certains moments. Il écrit « Vous voulez bien me demander, monsieur, mon opinion sur ces faits indéniables. Je n'en ai point d'arrêté. Il ne me paraît pas qu'il puisse être attribué à une cause naturelle.
L'instantanéité et la violence avec laquelle ils se produisent dépassent les forces humaines et fait écarter toute supposition de supercherie ou de farce. Le mot a été prononcé. J'incline à y voir une intervention extranaturelle. L'affaire attire de nombreux curieux. Finalement, on attribue le phénomène de poltergeist à la présence d'un enfant de 11 ans de l'assistance publique de la Seine, hébergé chez la famille. Lorsque l'enfant est envoyé temporairement dans un autre centre, les phénomènes cessent. Nous sommes en novembre 1925 à Ronquerolles, un petit hameau situé dans la commune d'Agnetz, dans l'Oise. Antoinette Douvry, une mère récemment séparée de son mari, s'installe dans une nouvelle maison située rue Bernard-Laurent avec ses 4 enfants pour tenter de reconstruire sa vie. Mais peu après leur arrivée, des choses étranges commencent à se produire. Une nuit, alors qu'ils dormaient, Antoinette et ses enfants entendent des bruits sourds et réguliers venant des murs, du plafond et du sol. Ces bruits impossibles à expliquer se produisent sans prévenir. La situation empire jour après jour. Les enfants terrifiés ont du mal à dormir et Antoinette, désemparée, ne trouve aucune explication logique. Les voisins, intrigués par les récits de la famille, leur viennent en aide et deviennent eux-mêmes témoins de ces bruits mystérieux. Ils entendent les coups de leur propre oreille, prouvant que la famille ne les a pas inventés. Après 3 semaines de chaos, Madame Douvry choisit de déposer une plainte à Clermont, espérant mettre un terme à la situation. En réponse, les gendarmes s'installent partiellement dans la maison pour enquêter et élucider l'origine de cet étrange esprit. Cependant, le lieutenant Fleury, un officier expérimenté, reste sceptique face à toute cette histoire. Ces incidents ne tardent pas à attirer l'attention au-delà du village. Des journaux locaux comme le Progrès de l'Oise rapportent l'affaire et décrivent la maison comme hantée. De nombreuses personnes viennent voir ce lieu étrange, certaines par curiosité, d'autres pour tenter de comprendre ces phénomènes. À ce stade, beaucoup de gens sont convaincus qu'un esprit frappeur hante la maison. D'autres théories émergent aussi. Certains pensent que la maison se trouve sur un ancien site sacré ou qu'elle est affectée par des énergies étranges. D'autres évoquent des courants souterrains ou des vibrations causées par des anciennes mines. Pourtant, aucune de ces idées ne permet de comprendre la situation. Chaque soir, les habitants du hameau et des villages voisins se rassemblaient dans la fameuse maison prétendument hantée, curieux de voir ce qui s'y déroulait. Certains espéraient même apercevoir un esprit ou une apparition fantomatique. Rapidement, la situation dégénéra, avec des visiteurs arrivant de toutes les régions de France. L'engouement fut tel que des photographes venus des États-Unis furent envoyés pour documenter les événements, transformant le lieu en un véritable cirque médiatique. Le lieutenant Fleury, intrigué par les bruits qui semblaient provenir du sol, ordonna des fouilles autour de la maison pour vérifier si un défaut de construction pouvait en être la cause, mais cette initiative ne calma pas les tensions parmi les riverains. Excédés par l'afflux incessant de curieux, les voisins déposèrent même plainte contre le soi-disant esprit, disant que le calme des petites rues de Ronquerolles avait disparu. La famille continua à vivre dans la maison malgré ces événements, bien qu'elle soit de plus en plus terrorisée. Très inquiète par ces phénomènes effrayants, la mère de famille décide de faire dormir ses 4 enfants, Paul, Marcel, Georges et Paulette, dans la même chambre. Un soir, alors que la famille s'apprêtait à tenter une nouvelle séance pour entrer en contact avec l'esprit, le lieutenant Fleury eut une idée brillante. Il décida de parler en privé avec Paul, le fils aîné de 17 ans. À sa grande surprise, l'adolescent finit par avouer que tout n'était qu'une farce. Il reconnut être l'un des auteurs des mystérieux bruits. Il expliqua que les sons ne se produisaient jamais lorsque les enfants étaient absents, car lui et ses frères et sœurs jouaient un rôle actif dans cette mise en scène. À tour de rôle, ils utilisaient un bâton dissimulé dans le sommier du lit pour frapper le plancher et effrayer tout le monde. Paul avoua également que son objectif initial était de provoquer sa mère dans l'espoir de retourner vivre à Clermont. Cependant, il avait pris goût au rôle de fauteur de troubles et continuait la blague bien au-delà de ses intentions premières.
Une fois la vérité dévoilée, la maison de Ronquerolles perdit rapidement sa réputation de lieu hanté. Plus tard, les habitants de la région se rappelèrent de cette histoire avec humour, bien qu'à l'époque, elle ait été prise très au sérieux par de nombreuses personnes, y compris les autorités.